Stéphane Pedrazzi. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Franz-Olivier Gisbert à 8h43 pour Esprit Libre. Franz, bonjour. Bonjour David. Vous faites la une du Point cette semaine. Félicitations avec votre chapeau et surtout des extraits, des bonnes feuilles comme on dit, du livre que vous publiez je crois la semaine prochaine. Absolument. Chez Gallimard, Voyage dans la France d'avant. Alors on vit une drôle d'époque, c'est ce que vous dites. Est-ce le début d'une autre époque ou tout simplement un naufrage? Comment, dans les livres d'histoire, demain, dans 20 ans, livres d'histoire de terminale, on qualifiera ce moment de la Ve République que nous vivons depuis quelques jours, depuis quelques semaines? On peut dire les deux choses. Nouvelle époque et puis naufrage. Nouvelle époque, mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout une époque crépusculaire, lunaire, un peu insouciante aussi. Et puis, pour parler du naufrage, ce qu'on voit aussi, c'est le retour des partis. Nous sommes revenus à ce que De Gaulle appelait le régime des partis, c'est-à-dire la 4e République. Je pensais l'autre jour à ce que De Gaulle disait, ça c'est dans un livre absolument extraordinaire de Jean-Raymond Tournoux. Je conseille ce livre formidable. Le titre La tragédie du général. Ça a été réédité récemment aux éditions Perrin. Et là, il fait parler beaucoup le général, le journaliste Tournoux, notamment sur les politiciens du Parlement de la 4e. Les politiciens. Les politiciens, ouais, c'est une formule qu'il employait souvent. C'est pas sympa pour les chiens. Alors, ça, je peux vous le faire d'ailleurs avec la voix du général. Les parlementaires, je les vomis. Ah, on mange la soupe. Ah, la soupe est bonne. Les farfadets de l'abandon, les tricheurs, les fuyards professionnels, les trottes-menus de la décadence. Vous me direz, De Gaulle n'était pas gentil avec les Français non plus. Les Français sont des veaux, disait-il. Les Français seront couchés. Et voyez-vous, plus ils seront couchés, plus ils seront heureux. On a le sentiment d'être en 1958, quand la 4e République était complètement à la ramasse, que les gouvernements tombaient les uns après les autres, avec une inflation en plus de 15%, des déficits partout et un endettement galopant. De Gaulle a remis la France debout. Enfin, oui, il a tout assaini en un an. C'est la grande différence, évidemment, avec ce qui se passait en 1958. On avait un personnage providentiel en magasin, là, il attendait plus que d'arriver, le général. Et là, aujourd'hui, on voit pas de général de Gaulle à l'horizon. Mais vous savez, qui à l'étranger sont ceux qui ont dressé leur pays? Ils n'avaient rien de providentiel. Regardez, la petite bourgeoise étriquée et conservatrice comme Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Petite, vous exagérez, c'était quand même une grande dame. Oui, mais enfin, elle avait un petit côté étriqué. Je suis désolé de vous le dire. Bon, après, c'est parce que c'était une fille d'épicier que vous dites ça. Elle a sauvé son pays. Non, mais attendez, elle a sauvé son pays. Elle payait pas de mine. Elle a sauvé. C'était pas le général de Gaulle quand elle est arrivée. Elle a sauvé son pays. On peut dire exactement la même chose du chancelier social-démocrate, alors lui de l'autre côté de l'échiquier, Gerhard Schröder, en Allemagne. Lui, c'était carrément le fêtard, toujours un peu pompette. Il adorait le champagne et le vin blanc. Ça, je peux témoigner parce que j'ai souvent mais il a fait les réformes. Partagé des verres avec lui. Il a fait les réformes. Il a fait toutes les réformes. Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils avaient la volonté. C'était des volontaristes. Ils n'avaient pas peur des manifestations monstres qui s'étaient dressées contre eux. Et il faut qu'on soit tombé au fond du trou, en fait, pour commencer à rebondir. Et à ce moment-là, on devra choisir et puis surtout ne pas se tromper. Le critère ne devra pas être l'intelligence. Il n'y a rien de plus bête qu'un type intelligent, comme dit ma femme. Qu'importe s'il présente mal, s'il est enveloppé, s'il ne parle pas anglais, l'essentiel pour la France, c'est qu'on ait des gens qui aient de la volonté, ça nous changera. Vous nous faites là l'anti-portrait absolu de Sébastien Lecornu, ou en tout cas des décisions qu'il a prises. Peut-être que Sébastien Lecornu est un homme de volonté, mais là il est dans une configuration politique où il est obligé de renoncer à cette réforme des retraites. Bon,
J'ai pas envie de taper sur Sébastien Lecornu parce que franchement, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est trop facile de taper dessus d'ailleurs. La presse s'en donne à cœur joie. Je trouve qu'elle devrait s'occuper un peu plus. Je parle pas de l'opinion. Il y a un très bon papier dans l'opinion là-dessus sur, par exemple, ce que fait le Hamas en ce moment à Gaza, c'est-à-dire cette façon de tuer en masse tous ses opposants, ce qu'on appelle les factions rivales. Enfin, c'est juste abject. Et puis rien, pratiquement rien. Enfin, c'est quelque chose. Pourtant, il y a des images, il y a tout ce qu'il faut. Mais on va pas en parler. Il y a quelques journaux qui le feront. Heureusement, ils sauveront l'honneur de la presse. Mais pour revenir à Lecornu, rien n'est joué quand même. C'est-à-dire, on voit bien, il y a un petit suspense. Sur l'émotion de censure de ce matin. Parce que, c'est vrai, Le Figaro dit 5 députés socialistes qui vont voter la censure. Moi, j'ai fait des comptes, j'arrive à 8. Enfin, vous voyez, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Et c'est ça, quand même, le sujet. Et puis, si vous voulez, Olivier Faure, le patron du PS, franchement, vous savez bien, il est franc comme un petit recul. Vous savez ce qu'a dit Patrick Martin? Vous savez ce qu'a dit Patrick Martin hier, le président du MEDEF, sur cette antenne au micro où vous parlez? Il a dit: Olivier Faure me fait penser à un activiste minoritaire, un actionnaire activiste minoritaire qui évidemment impose sa volonté aux majoritaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule? Ouais, il y a un peu de ça. Alors en même temps, il faut qu'il fasse attention parce que Lecornu est malin. Il est peut-être plus malin que lui d'ailleurs, parce que on voit que c'est quelqu'un qui, sur ce plan, a la ressource. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et vous savez, on a envie d'utiliser à son sujet, et puis au sujet de tous les autres, des socialistes aussi, de LR, de tout le monde, la fameuse phrase, qui est peut-être apocryphe d'ailleurs, de Churchill, vous risquez le déshonneur ou la guerre. C'est-à-dire le déshonneur ou la censure, il risque d'avoir à la fois les deux, le déshonneur et la censure. Puisque vous en êtes aux citations, si vous en êtes aux citations, on va écouter Claude Maluret au Sénat hier, qui sublime Claude Maluret, des sénateurs Horizon. Et il cite Oscar Wilde. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Oscar Wilde, ruiné à la fin de sa vie et endetté jusqu'au cou, disait « Je meurs au-dessus de mes moyens ». C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Elle vous a plu, cette citation? Oui, j'adore. Parce que c'est un peu la situation. Mais pour que la France ne meure pas au-dessus de ses moyens, comme ça semble être le cas aujourd'hui, il faut simplement qu'on règle les problèmes. Et à ce moment-là, ce serait facile. Mais bon, les problèmes, c'est quoi ? Nous battons des records de dépenses publiques, 57% du PIB, de prélèvements obligatoires, 42% du PIB, et au lieu de faire baisser les dépenses publiques, on va encore augmenter les prélèvements obligatoires, comme ça, on est certain de ne pas avoir de croissance. Qu'importe, puisque l'essentiel, c'est que tout le monde puisse continuer à travailler à Saint... Attendez, il y a une histoire, parce qu'elle voulait m'arriter, mais... Je ne veux pas vous arrêter, c'est très beau. Je veux poser une question. Parce qu'on rentre dans le musée des horreurs fiscales maintenant, mais il y avait hier le journaliste Thomas Soto qui interviewait sur une autre antenne Roland Lescure, le nouveau ministre de l'économie, sur une autre antenne, on peut citer RTL. D'ailleurs. Je vous interdis de citer une autre antenne que Radio Classique, sinon c'est un avertissement. Non, mais attendez, c'est génial, Radio Classique, on adore Radio Classique, attendez, puis surtout on adore David Abiker. On n'est pas sectaire, Et puis tous les autres, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Roland Lescure? J'ai adoré ça. Et quand Soto lui pose une question sur les dépenses, les économies qu'ils allaient faire sur les dépenses, Lecornu et son équipe, qu'est-ce qu'il répond, Lescure? Il répond par les impôts qui vont augmenter. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va rester du bilan d'Emmanuel Macron en 30 secondes, France, après l'abandon de la réforme des retraites? Beaucoup d'éditorialistes, de commentateurs disent en abandonnant les retraites, il n'y a plus rien dans le bilan de Macron. Est-ce que ça n'est pas allé un peu vite en besogne? Écoutez, 30 secondes, je crois que ça suffit pour faire le bilan de Macron. Il y a effectivement des illusions perdues, des belles idées gâchées, un rêve qui est passé. C'est normal parce qu'il a parlé de révolution. Vous vous souvenez, dès 2017, dans sa première campagne, il avait que le mot révolution à la bouche. C'était d'ailleurs le titre de son livre programme. Et la France, comme vous le savez, est un pays où l'on parle beaucoup de révolution justement pour ne pas faire les réformes qui s'imposent. Alors ce qui reste, c'est les ordonnances qui ont réformé le code du travail, l'assouplissement aussi d'ailleurs du marché du travail, la suppression de la taxe d'habitation qui est revenue par la fenêtre, la réforme de l'assurance
l'assurance chômage. Bon, tout ça d'ailleurs, beaucoup de choses qui avaient été lancées par François Hollande dans le mandat précédent. Et moi j'ai envie de terminer par une histoire absolument merveilleuse. C'est l'histoire que racontait toujours Mitterrand. Hein. Quand un nouveau président arrive, son prédécesseur lui remet 3 enveloppes, tradition républicaine. Mitterrand l'a raconté sous des formes différentes. Là, je me souviens, ça c'est une des versions de Mitterrand. Alors, il y a une grosse manif un jour, gros problème à l'Assemblée nationale. C'est l'horreur. Le nouveau président, le président élu, ouvre la première enveloppe. Hein, c'est 3 mois après son arrivée au pouvoir. Et il est écrit, dites que c'est la faute de vos prédécesseurs et que vous avez compris. Bon, très bien. Et puis ça s'arrange. Quelques temps plus tard, remanifestation, recirque à l'Assemblée nationale. Le président élu ouvre la deuxième enveloppe et il est écrit « Dites que c'est la faute de vos propres collaborateurs et chassez-les ». Il fait ça, ça marche bien, il tient encore quelques semaines, ça recommence, le cirque à l'Assemblée nationale, et puis les manifestations. Il ouvre la troisième enveloppe, le président élu, il est écrit « Démissionner ». Je pense que Emmanuel Macron n'a pas encore ouvert la troisième enveloppe. Franz, nous allons nous séparer avec Cendrillon de Rossini puisque la réforme des retraites, s'est transformée en citrouille. Cendrillon de Rossini, créé en 1817 et qui se joue à l'Opéra Royal de Versailles jusqu'à samedi.